Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour pour celles et ceux qui étaient présentes et présents et présentes et présents ce matin. Il y a une annonce en même temps. Voilà, c'est l'annonce qui dit que la conférence va démarrer. Elle démarre maintenant. Et j'invite sur scène Christine Norard du C-Team à venir s'installer à mes côtés et Damien Marc, dirigeant de JPB System. Merci et merci d'avoir fait le chemin depuis l'Île-de-France et depuis Lyon pour nous rejoindre. On a aussi Jean-Christophe Skibéras qui va se présenter dans un instant, qui nous rejoint en visio parce que comme ce matin, nous avons hélas une personne qui est confinée à cause du Covid. Ce sont des choses qui sont assez fréquentes en ce moment. Bonjour Jean-Christophe. Vous nous entendez? Jean-Christophe? Bonjour. Ah, parfait. Vous nous entendez correctement? On m'entend. Jean-Christophe, vous nous entendez ou pas? Je suis pas sûr. Ah, excusez-nous. Si, c'est bon. Oui, ça veut dire oui. Je pense que ça veut dire oui. Très bien. Alors, on va Oui. d'abord introduire cette table ronde, cette conférence plénière, pardon, par présenter nos intervenants ici présents. Christine Norard, je vous laisse vous présenter et expliquer un peu ce que vous faites au C-Team et qu'est-ce que le C-Team. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je fais partie du C-Team. Certains doivent connaître le centre technique de l'industrie mécanique. Donc, comme son nom l'indique, on est un centre technique. Donc, la vocation est avant tout de la R&D et de la diffusion de la R&D auprès des industriels. Donc, la transmission et l'application des meilleures pratiques et des connaissances actuelles et à venir auprès des applications industrielles. Donc le C-Team, le métier du C-Team, c'est une partie d'études, d'innovation, c'est une partie également de transmission au travers de la formation, au travers de commissions techniques, et puis c'est également des activités autour d'essais, de simulation, et tout un volet également d'accompagnement des entreprises et notamment des PME à la transformation industrie du futur. Et donc moi je fais partie de cette activité qui s'appelle le plateau industrie du futur, dont la vocation est justement de déployer des meilleures pratiques et de l'accompagnement de transformation auprès des PME. Et vous allez voir dans ce qu'on va échanger aujourd'hui, on va beaucoup parler, en tout cas moi je vais beaucoup parler de ce que je connais auprès de ces petites entreprises. Merci Christine et merci d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Christophe, vous êtes donc à distance. Vous êtes porte-parole de France Stratégie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre... et vous êtes aussi CEO et cofondateur du cabinet Newbridges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est votre rôle au sein de France Stratégie dans la Fédération du tissu industriel français? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, je suis expert auprès de France Stratégie pendant presque une dizaine d'années et en accompagnant notamment un chantier sur l'évolution des métiers à l'horizon de 2030, appelé un exercice prospective métier qualification, pour lequel j'étais le président du comité d'orientation. Ce rapport a été rendu au mois de mars dernier, juste avant les élections. Et c'est un rapport qui est rendu une fois tous les 10 ans. Nous en sommes au 4e exercice, qui permet effectivement de mesurer les évolutions d'emploi en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs en France à horizon 2030. On va y venir dans 2 minutes du coup sur ce rapport. Et on va accueillir Damien Marc. Vous êtes donc président et dirigeant de JPB System, je ne me trompe pas. Alors qu'est-ce que JPB System? On a la chance de vous avoir avec nous parce que vous êtes un industriel et vous, même un industriel qui a été remarqué par le gouvernement. Expliquez-nous un peu en quoi vous vous démarquez, ce que vous faites. Pour moi, l'aventure, elle commence en 2009 quand je rachète mon entreprise. C'est 3 personnes. Dans cette entreprise, il y a un produit. Pour faire simple, c'est une vis qui ne se dessert pas.
qui a la faculté de ne pas se desserrer en vibration dans des environnements très sévères. Et cette entreprise, elle a un client, c'est Safran, le motoriste aéronautique. Donc quand moi j'ai repris cette boîte, la volonté c'était de dire c'est dangereux de baser une stratégie sur un seul produit, donc on va essayer de diversifier. On va créer d'autres produits qui ne se desserrent pas, des vis, des boulons, des écrous, des raccords de canalisation. Donc on a déposé 15 brevets internationaux. Et on a été attaquer tout le marché, notamment national, international. Et aujourd'hui, nous sommes fournisseurs directs des Big Four, on va dire, des motoristes aéronautiques, Safran, General Electric, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, et tous les partenaires mondiaux, ce qui fait qu'on a une boîte qui est passée de 3 personnes à 150 personnes en moins de 10 ans, de 1 million de chiffre d'affaires à 30 millions de chiffre d'affaires, et de 0% à l'export à 85% à l'export aujourd'hui. Donc tout ça, ça a été un concentré de 10 ans. Et dans tout ça, il a fallu fabriquer les produits. Et c'est comme ça que très vite, on a été vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'usine du futur. Moi, c'est pas que c'était la mode à l'époque, c'est juste que je trouvais pas les gens pour faire tourner mon usine. Et donc, c'est ce qui nous a donné les idées. Je pense qu'on pourra en reparler. Mais des briques qu'on a mis en place chez nous depuis 2015-16 pour faire cette usine, qui aujourd'hui est remarquée effectivement comme une usine assez pionnière sur ce domaine. Oui, merci beaucoup. Surtout que le sujet de cette plénière, c'est la collaboration entre l'homme et la machine. Jean-Christophe, on va revenir sur du coup ce rapport parce qu'il va nous permettre en fait en introduction de dresser un peu l'histoire de l'industrie française et de l'évolution des métiers. Qu'est-ce que ce rapport tire comme enseignement en matière de compréhension du tissu industriel français et des besoins en ressources humaines? Bien, effectivement, quelques mots sur les conclusions principales de ce rapport, qui ne concernait pas que l'industrie, il concerne l'ensemble des secteurs et métiers en France. Il a fait l'objet d'un travail très approfondi et concerté avec les secteurs professionnels sur ses principales conclusions. Alors, s'agissant de l'évolution de l'emploi industriel en France, quelques ordres de grandeur. Nous nous situons au départ à une base en 2019 où nous regardons ce qui va se passer dans les 10 années qui viennent à l'horizon 2030. Un certain nombre d'hypothèses ont été posées au départ, certaines assez faciles à poser, comme des hypothèses démographiques, d'autres faisant l'objet de travaux économétriques plus approfondis, comme les perspectives de croissance, les perspectives de productivité, et nous nous servons évidemment des tendances antérieures qui sont, elles, tout à fait connues. Alors, s'agissant de l'emploi, que constatons en matière d'emploi industriel en France? Ce qu'on voit, c'est deux choses. La première chose, au total, c'est que l'emploi dans l'industrie stricto sensu continue de se réduire, puisque on est passé, en prenant un historique un peu plus lointain, de 3,3 millions d'emplois dans l'industrie en France à une perspective en 2030 de 2 850 000. Donc une réduction de l'ordre d'un bon 10%, là cette fois-ci sur 20 ans. Alors, c'est tout à fait important de le noter parce que malgré un certain nombre d'efforts pour la relocalisation de l'emploi industriel notamment, et malgré un léger rebond dans les années 2017-2018, l'emploi total dans l'industrie se réduit. En revanche, et c'est la deuxième remarque importante, c'est que les métiers de l'industrie, eux, augmentent légèrement dans la période qui nous amène à 2030, puisque nous devrions gagner 45 000 emplois à horizon 2030, ce qui fait que le total de ce qu'on appelle les emplois industriels avoisinera 3,5 millions d'emplois à l'horizon 2030. Alors pourquoi cette distinction? Et je tiens à préciser que c'est un élément extrêmement important, puisque les emplois dans l'industrie avaient baissé très significativement dans la décennie antérieure, moins 170 000 personnes. Donc nous gagnons au total 45 000 emplois. Comment expliquer cette différence entre l'emploi dans l'industrie et les métiers de l'industrie? C'est parce que la tendance qu'on a déjà observée ces dernières années d'avoir des emplois, des métiers industriels hors industrie continue à se développer. C'est tout à fait frappant, notamment par l'importance de l'externalisation des activités réalisées par l'industrie.
que nous constatons dans les activités notamment de conseil, de juridique, de RH, de tertiaire et d'informatique. Donc la bonne nouvelle, c'est que malgré un secteur qui reste très productif, les hypothèses sont que la productivité des métiers de l'industrie vont être de l'ordre de 2%, c'est-à-dire le double de la productivité nationale, qui elle est estimée à 1% sur la période. Nous avons des emplois industriels qui au total se développent, simplement ils ne sont pas tous dans ce qu'on catégorise dans l'industrie. Alors, si on regarde maintenant quel est le contenu des emplois, au fond, de quel type d'emploi il s'agit, et puis nous viendrons ensuite rapidement sur la dernière question, c'est de savoir si nous sommes capables de pourvoir les emplois dont nous avons besoin. Les emplois eux-mêmes, il faut bien distinguer, et là, les cadres se développent, puisque nous notons un besoin supplémentaire de 70 000 emplois, soit 24% d'augmentation. C'est considérable. S'agissant des techniciens et agents de maîtrise, également le besoin se maintient, plus 48 000 emplois, c'est-à-dire 10% de l'effectif. Et à sens inverse, il y a une non qualifiée de 12% sur la période, même si à l'intérieur de l'emploi moins qualifié, plutôt que non qualifié d'ailleurs, il y a des disparités. Par exemple, la disparition des emplois de maintenance est moins élevée, seulement moins 4% par rapport à la disparition de l'emploi ouvrier. Alors, ces hypothèses restent prudentes, bien sûr, puisque selon notamment les effets des stratégies bas carbone dans l'industrie automobile, on pourrait avoir des évolutions un petit peu différentes. Enfin, en tout cas, ça, c'est les bases sur lesquelles nous sommes arrivés pour 2030. Alors, la question, c'est va-t-on et comment pourvoir ces emplois, en tout cas là où il y a création d'emplois. Pour regarder ça, on a regardé d'abord les départs en retraite, phénomène relativement prévisible, hors réforme éventuelle à venir. Et en fonction des départs, on regarde quels sont les jeunes qui peuvent pourvoir ces emplois. Et là, on se rend compte que les besoins d'ingénieurs et cadres, comme les besoins de maintenance, pourront être pourvus, mais seulement à hauteur de 3/4 par notre système de formation. C'est-à-dire que les jeunes qui sont actuellement, je dirais, en formation, ou qui, en tout cas, entreront dans l'appareil de formation français existant destiné aux métiers industriels, ces jeunes pourvoiront 3/4 des emplois. Donc, on a quand même, et si on se limite au seul cadre, un delta d'environ 20 000 personnes qui ne sont pas postes qui ne seront pas pourvus dans la décennie. Alors, les solutions par rapport à ça, le rapport ne détaille pas les solutions. On sait néanmoins que les solutions que d'autres secteurs connaissent ne sont pas tellement à l'œuvre dans le secteur industriel. Certains secteurs arrivent à pourvoir des emplois non qualifiés en utilisant des actifs, voire un certain nombre de ressources venues de l'immigration. Mais l'immigration reste relativement faible en France pour voir les besoins notamment non qualifiés, mais ce ne sont pas, à proprement parler, des besoins qui peuvent être pourvus par l'immigration ou par des inactifs, à la différence d'autres secteurs qui ont des besoins de main-d'œuvre. Donc voilà en quelques mots des mots de synthèse. On a un emploi des métiers de l'industrie qui s'accroît légèrement. C'est une bonne nouvelle. Il y a une vraie inflexion, même si ce n'est pas nécessairement dans des entreprises industrielles. Deuxièmement, nous avons un système de formation en place qui permet de répondre à la demande en partie, mais pas complètement. Donc, un certain nombre de défis sont encore devant nous. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Damien, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous confirmez un peu ces tendances et quelle est votre vision de manière générale de l'industrie du futur dans une nouvelle collaboration avec des machines de plus en plus automatisées? Alors moi, j'aurais du mal à apporter une réponse globale. J'ai pas la prétention de parler au nom de tous les industriels. Je peux déjà peut-être parler au niveau de mon échelle. Je pense que si je dois résumer aujourd'hui la réussite de JPB System et ce que c'est l'industrie du futur, selon moi, c'est tout simplement une industrie qui sera encore là dans le futur. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça,
C'est de se dire comment est-ce qu'on fait, soit on attire des nouvelles industries, soit on maintient des industries en France. Donc moi le succès de JPB, c'est né sur l'innovation déjà. Voilà, c'était de proposer des produits qu'on ne peut pas forcément trouver ailleurs. Donc on a une très grosse activité, nous c'est à peu près 10-15% du chiffre d'affaires qu'on investit en recherche et développement tous les ans. Ce n'est pas commun dans toutes les industries, je le précise. Et donc voilà, on part sur de l'innovation, on commercialise en France et à l'export. Et une fois qu'on fabrique, comment fabriquer dans la compétition mondiale dans laquelle on se situe aujourd'hui, c'est ça qui a été mon enjeu. Et moi, mon analyse, très bête et très simple, c'était de dire une machine, qu'elle soit mise en Inde, en Chine, en Pologne ou en France, elle coûte quasiment le même prix. Ce qui va faire la différence, c'est les hommes qu'on met devant, qu'on va payer plus cher en France qu'en Chine, qu'on payait plus cher en France qu'en Pologne. C'est en train de changer. Moi, j'ai une entité en Pologne également d'une quarantaine de personnes, 18,7% d'inflation cette année, hein, en Pologne. Donc on a une escalade des salaires, ce qui est très bien, ça va lisser un certain nombre de choses. Donc le sujet bientôt, j'espère, sera plus le coût horaire. Et donc ces machines, comment est-ce qu'on les fait tourner un maximum avec moins de monde devant? Eh ben, c'est en robotisant les actions qui sont répétitives, qui sont rébarbatives. Et c'est en simplifiant la vie de l'opérateur et en faisant d'une usine le plus possible un peu une boîte noire dans laquelle une grosse partie de l'intelligence de la décision va être prise par des automates, par des machines, par du software, par des robots, et où on va pouvoir du coup recruter des gens qui auront parfois plus le rôle de pupitreurs. C'est dommage, mais on a du mal aujourd'hui, on a dans la filière, et on parlait de formation, des difficultés à trouver des usineurs, hein, notamment. Donc nous, on a pris le parti de prendre des jeunes sortis d'école ou des jeunes qu'on forme complètement et on leur dit tu suis ce que le système te dit. Et on parsème ça de quelques personnes dans les équipes avec de l'expérience qui vont régler les problèmes, régler un souci de vibration d'outils, régler tout ça. On a arrêté de vouloir que tout le monde sache tout faire. Et ça, l'usine du futur nous aide beaucoup là-dessus. Et ensuite, alors ça nous permet d'avoir moins de monde devant nos machines, de faire tourner plus nos machines et de payer mieux nos hommes. Donc, on paye nos hommes en moyenne 15-20% de plus que ce qui se fait sur le marché. Et pour autant, on est plus compétitif. Donc nous, grâce aux robots, on a réussi, et à la communication intermachine, à ce que notre atelier travaille la nuit en autonomie. Comment vous avez fait justement? Parce que c'est intéressant de savoir concrètement ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Alors nous, on l'a fait par des choses très simples. Quand moi j'ai repris l'activité, c'était une start-up industrielle, et quand on s'est dit, allez, on va fabriquer nos pièces, j'ai été visiter des boîtes à racheter. Je me suis dit que j'allais pas acquérir ce savoir-faire, et donc j'ai été visiter des PME qui étaient à vendre, avec souvent des dirigeants un peu âgés et des boîtes qui étaient un peu datées. Et j'ai eu un choc des cultures de voir la start-up industrielle que j'avais montée et ces boîtes de 15-20 personnes qui étaient vraiment d'un autre temps. Et en fait, en les observant, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, dans une usine moderne, un opérateur passe beaucoup de temps à attendre. C'est-à-dire que quelqu'un règle sa machine, si ce n'est pas lui, il lance sa production. Pendant que la production tourne, il attend devant sa machine. Quand la pièce sort, il la prend, il la nettoie, il la souffle. Ensuite, souvent, il va marcher au milieu de l'atelier vers un poste, il va trouver une tridimensionnelle ou une machine de mesure, il va poser sa pièce dessus, il va lancer la mesure, souvent en automatique, hein, il va appeler le programme qui va lancer sa mesure, il va récupérer les données de mesure, il va retourner à sa machine, et puis il va corriger les offsets pour compenser l'usure des outils. Bon, bah, nous, on a observé ça et on s'est dit, là-dedans, il y a vachement de valeur non ajoutée. Et si on arrive déjà à ce que les résultats de la machine de contrôle, elles re-rentrent directement dans la machine qui produit, on va déjà gagner du temps. Donc on a commencé à faire ça. Alors on l'a fait par étapes. On a d'abord fait des choses très simples. La machine de contrôle, elle sortait un fichier XML, Excel. Plutôt que d'avoir les données brutes, on les a interprétées avec quelques règles Excel, et l'opérateur, il retournait à sa machine, et on lui disait, va corriger sur la machine, la tour L2, l'outil 5 de 3/10 en Z. Il n'avait plus qu'à suivre bêtement ce que disait le fichier Excel. Une fois qu'on en est arrivé là, on a cherché à comprendre comment est-ce qu'on pouvait injecter directement cette valeur dans la machine, et on a réussi à le faire. Et une fois qu'on est arrivé à ça, on a dit, il n'y a plus qu'à déplacer la pièce maintenant de la machine qui produit à la machine qui contrôle. Et du coup, un opérateur peut piloter 3 machines au lieu d'une. Ce qui est plus intéressant pour lui en termes d'épanouissement professionnel, j'imagine. Bah oui, c'est plus intéressant, il est plus productif pour nous, il est mieux payé. Alors après, on n'a pas fait ça bêtement, on les a incentivés, on va dire, nos opérateurs, à essayer à ce que les robots soient le plus autonomes possible, parce que
Quand je fais toute cette chaîne séquentielle, ça marchait très bien, jusqu'au moment où on a mis les robots. Quand on a mis les robots, on a perdu à peu près 30% de productivité. Comment ça se fait? Parce que c'est des robots avec de l'optique, qui repèrent les pièces dans l'espace, qui les prennent, qui vont les poser. Il y a 1000 raisons que ça merde. Il y a 1000 erreurs à acquitter en permanence. Il y a des faux positifs, il y a des pièces qui sont contrôlées bonnes, qui sont fausses. On est rentré dans un enfer et il a fallu, ça a pris 6 mois, 8 mois à épurer un petit peu toutes ces erreurs, avec des hauts et des bas psychologiques d'ailleurs au niveau de l'équipe, hein, où au début tout le monde était hyper motivé d'aller vers cette usine du futur, et puis d'un coup, il y a eu une baisse de motivation, les gens y croyaient plus, c'était devenu, j'entendais des bruits de couloir qui disaient que c'était la lubie du patron et qu'il fallait arrêter d'y croire, etc. Puis un beau jour, on a fait une nuit complète de production. Et j'ai dit, si on est capable de faire une nuit complète, les gars, on va toutes les faire. Et en fait, en ayant connecté nos machines toutes une à une, on avait toutes les datas pour piloter ça à distance, notamment les TRS, les mesures de performance des machines, qui, moi, sont affichées dans mon bureau en temps réel. Et on a impliqué nos hommes, plutôt que de les fouetter à leur dire « faut que la machine, elle marche », à trouver les bonnes solutions pour que les machines produisent. Et là, les solutions sont arrivées très vite. Très simple, toujours, avec de l'impression 3D. Ils ont fabriqué des petits bacs. Je vous donne un exemple concret. On a 6 machines qui produisent et un poste de contrôle. Et au milieu de tout ça, on a un poste de retournement qui permet de retourner les pièces et de les manipuler pour le lavage. De temps en temps, il y avait un problème optique au niveau de ce poste, qui était un goulot en fait. Et quand la pièce n'était pas reconnue, le robot il restait planté au-dessus comme ça toute la nuit, et puis les 6 machines s'arrêtaient progressivement. On n'arrivait pas à résoudre ce problème parce que le tapis était sali, il y avait de l'huile, il y avait des soucis. Et une réponse toute bête qui a été appliquée, ils ont imprimé un petit bac rouge. Je leur ai payé une formation chez Fanuc Robot d'1 semaine seulement pour qu'ils sachent faire les mouvements de base du robot et modifier les programmes. Et ils ont créé une petite boucle de programme qui dit si pendant 3 fois tu n'arrives pas à prendre la pièce, tu décris un mouvement de balai avec la pince du robot, tu l'éjectes et on verra ça demain. Et tu continues ton process. On a gagné 10 points, 15 points de production juste avec des petites actions comme ça mises bout à bout en impliquant nos équipes. Et comment on les a impliqués? On leur a dit les gars, il faut que les machines elles travaillent 100%, il faut qu'on soit à 100% de TRS. Alors le TRS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le taux de fonctionnement des usines. Quand on est à 60, 70, c'est déjà bien. Nous, on a été ambitieux, on a dit on veut que ça tourne 100% du temps. Ce qui est plutôt inédit, voire impossible dans la plupart des cas. C'est impossible, sauf si on considère que le robot devient un allié, et on les autorise en fait à ne pas être à 100% pendant l'heure de présence humaine, c'est-à-dire 2 équipes de 8 heures. Par contre, on leur dit démerdez-vous pour faire tout ce que vous pouvez et trouver les petites solutions qui vont bien pour que les machines continuent de tourner en autonomie la nuit, sans présence humaine, et qu'on parle le TRS. Et le TRS, on l'a faussé en le calculant sur 2 fois 8 heures de travail et non pas 24 heures. Et du coup, on peut dépasser 100% avec cette mesure. Donc c'est juste une vue de l'esprit, mais c'était une manière de fixer un objectif. Et à chaque fois qu'on passe ces 100%, on verse une prime à l'ensemble de l'équipe. Donc on a créé un cercle vertueux qui fait que tout le monde était intéressé à ce que les machines produisent. Et on a, avec peu de moyens, fait beaucoup de choses. On va y revenir tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Christine Norard. Vous êtes davantage spécialisée dans les PMI. Ce que j'aimerais comprendre aussi pour les sociétés de taille moins importante, c'est quelles sont les briques de transformation qui sont les plus sollicitées et les priorités qu'elles ont aujourd'hui en matière de transformation numérique et d'automatisation et de formation. Alors, on va retrouver ce qui a été mentionné par Damien. Globalement, alors nous, effectivement, on accompagne essentiellement des PME et on fait partie de l'Alliance Industrie du Futur qui a mis en place un indicateur de maturité Industrie du Futur. La plupart des régions qui accompagnent et qui financent des programmes de développement demandent aux PME de venir renseigner cet indicateur en début de programme et de le faire en fin de programme. Donc au travers de ces informations, on a pu avoir une approche un peu plus globale de ce qui se passe dans les PME. Et alors cet indicateur de maturité Industrie du Futur, il est structuré au travers de 6 leviers et de 29 thématiques. Les leviers principaux qui sont mentionnés, c'est des leviers des préoccupations des industriels. Ce sont des leviers assez standards, basiques, autour de la qualité de vie au travail, la performance de l'outil de production et la préoccupation de l'accompagnement au changement. Damien a beaucoup mentionné le fait que pour arriver à intégrer des nouvelles technologies, il faut surtout avoir la contribution des équipes. Donc voilà, c'est les préoccupations qui sont mentionnées par les industriels.
Et on a également pu compiler toute une base de données sur ce qu'on appelle, nous, les briques de transformation, c'est-à-dire les thématiques unitaires industrie du futur qui sont activées dans ces différents programmes au travers de à peu près 1 millier d'entreprises, ce qui nous donne un échantillon quand même assez large. Et depuis à peu près 3 ans, le top 3 des briques de transformation qui arrivent en tête, c'est des choses assez que Damien a mentionné. C'est la robotisation. Pourquoi? C'est parce qu'effectivement, c'est vraiment une problématique d'utiliser le plus possible les moyens sur 24 heures, avoir un moyen qui tourne 24 heures sur 24. À partir du moment où on a investi sur des moyens productifs, on veut qu'ils produisent sur la plus longue durée possible. L'autre brique de transformation qui arrive en tête, c'est, alors ça va peut-être vous surprendre parce que c'est pas très 4.0, c'est l'ERP. Pourquoi? Parce que souvent dans les PME, il y a des ERP qui sont en place mais qui ne sont pas complètement utilisés. Certaines fonctionnalités sont en place et puis d'autres pas. Donc il y a des choses à compléter, voire il y a des changements d'ERP qui, dans des PME, demandent quand même plusieurs mois d'accompagnement. Et dans l'ERP, il y a souvent un module lié, c'est très récurrent, lié à la planification. C'est un des leviers très très importants, la préoccupation de planification, être capable de... c'est lié quand même à comment on fait pour charger au maximum l'outil de production et comment on arrive à planifier de façon optimale la prod. Et puis la troisième brique qui arrive en tête depuis des années, c'est encore une fois pas 4.0, c'est le Lean, c'est-à-dire l'excellence opérationnelle, les bonnes pratiques, c'est vraiment le socle de pratiques industrielles. Donc voilà, on n'est pas, à part la robotisation, on n'est pas tellement dans le 4.0. Par contre, depuis un an ou deux, on voit apparaître des choses un peu plus liées à la data, à savoir le MES. Donc c'est la couche logicielle qui vient en dessous de l'ERP. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en place chez vous. Donc le MES, la métrologie innovante, c'est aussi une des briques qui revient beaucoup. Damien en a parlé, être capable de faire des mesures en automatique avec des saisies d'informations et de la décision bon, pas bon. Et puis tout ce qui est autour des capteurs connectés, l'AGV, AMR, tout ce qui est lié à l'automatisation de la logistique, l'opérateur connecté. Voilà, on voit apparaître ces briques-là qui sont vraiment liées à la digitalisation, à l'exploitation de la donnée dans l'entreprise. Et puis l'autre volet de briques de transformation qu'on voit apparaître, c'est autour des ressources humaines. Donc manager les équipes à l'ère du digital, donc c'est des problématiques un peu différentes. Et la dernière famille de briques qu'on voit apparaître concerne vraiment tout ce qui est autour du marketing e-business. Donc des choses plus tournées vers le développement commercial, le développement de l'activité, la e-réputation également. Donc voilà les 3 grandes familles de briques qu'on voit apparaître. Mais ce qu'on voit bien, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Damien, on voit bien que autour de ces briques 4.0 liées à la donnée, ce qui est en jeu, c'est vraiment la capacité des équipes, les équipes opérationnelles à être autonomes dans des prises de décision pour faciliter l'agilité, pour faciliter finalement la meilleure exploitation de l'outil industriel qui est en place. Et tout le nerf de la guerre autour de la donnée tourne autour de la fiabilité de la donnée, de l'accessibilité de la donnée au niveau des équipes en direct, en temps réel. Merci beaucoup. On va faire la transition justement sur les équipes avec Jean-Christophe qui est toujours en ligne avec nous. Jean-Christophe, vous avez été DRH dans l'industrie pendant 20 ans en France, même ailleurs, en Russie il me semble aussi. Comment vous avez vu en fait les métiers évoluer avec la transformation numérique au quotidien et quels sont un peu quel est le rôle en fait du DRH dans cet accompagnement? Alors, sur ces évolutions dans le travail et l'impact du numérique dans le travail, je parlerai dans lequel j'ai travaillé une trentaine d'années, sur l'automobile d'un côté et la chimie de l'autre, pendant environ 15 ans dans l'automobile et une dizaine d'années dans la chimie. Toujours dans des grandes entreprises, puisque j'étais chez Renault, chez Rondia Extron Poulain, puis chez Solvay.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que dans la chimie, pour commencer, dans la chimie, finalement, c'est un univers qui, au départ, est finalement très productif, puisque, au fond, une usine de chimie travaille 365 jours par an en continu. Donc, la saturation de l'outil de production, c'est la norme. On ne peut pas arrêter un réacteur comme cela pour épouser des pointes de production. Les réacteurs doivent fonctionner en permanence, car arrêter un réacteur, ça prend beaucoup de temps, plusieurs jours, le faire redémarrer, ça prend plusieurs jours. Donc l'usine fonctionne en continu. Donc au fond, les ouvriers de production sont devant des écrans dans des salles de contrôle et finalement surveillent le bon fonctionnement des installations. Et typiquement, l'industrie de la panne, puisque l'objectif, c'est d'abord d'éviter les pannes. Et il y a quelques ouvriers qui font de la maintenance, par exemple les fuites, les tuyauteries, mais au fond, on se consentait bien, c'est que c'était une industrie très automatisée. Alors, la nouveauté, ça a été l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que grâce au travail sur les datas, on a pu révolutionner finalement la maintenance en passant d'une maintenance de réparation, une maintenance dite prédictive, c'est-à-dire dans laquelle statistiquement on sait qu'une panne a une probabilité d'intervenir, une fuite sur tel tuyau a une probabilité d'intervenir bientôt, ce qui permet d'anticiper les pannes et d'intervenir beaucoup plus tôt. Inutile de dire que l'arrivée de la maintenance prédictive a permis de transformer complètement les gains et attendre des économies de maintenance, puisque les économies ont tout de suite été considérables. La question, bien sûr, c'était de se dire, au fond, comment nos équipes vont travailler avec ces outils. Ce sont généralement des équipes seniors. Les moyennes d'âge dans une usine de chimie en France, et ce n'est pas propre à l'entreprise du G13, c'est la moyenne du secteur, en général de l'ordre d'une 50 ans, voire plus de moyenne d'âge. On avait beaucoup d'interrogations sur la capacité des équipes à maîtriser ces changements d'organisation de travail. Pour donner une illustration, souvent l'ouvrier au fond de maintenance, il se baladait dans l'usine pour entendre les fuites. L'oreille avait un rôle très important. On comprend que quand on lui dit on ne va pas attendre le bruit, on va faire de l'analyse statistique, c'était un véritable changement d'activité. Eh bien, franchement, les Cassandres se sont trompés parce qu'au fond, la leçon qu'on a tirée, c'est qu'en réalité, nos équipes, quel que soit leur âge, étaient très ouvertes à toutes ces transformations technologiques et à l'irruption du digital. D'autant, je dois le dire, que comme on est dans des usines finalement très productives, tout ceci n'a pas eu d'effet sur l'emploi, sachant qu'on a pu gérer les évolutions d'emploi avec un turnover naturel d'environ 3 ou 4% par an, ce qui permet effectivement, avec une bonne négociation sur la question prévisionnelle des emplois, d'avoir des conditions de départ favorables. Sur l'automobile, tout à fait différent. Dans l'automobile, les usines doivent avoir une flexibilité de la production, car en effet, les variations des demandes clients sont très importantes. Donc, une usine automobile, par définition, ne travaillera jamais en 5-8, 365 jours par an. Sinon, nous ne serions pas en capacité de répondre aux besoins de la clientèle, puisque tout véhicule connaît un cycle du produit avec des hauts et des bas. Et il faut avoir de la flexibilité, c'est-à-dire de rajouter soit des équipes de nuit, soit des équipes dites VSD de fin de semaine. Alors, sur l'aspect transformation du travail, la robotisation n'est pas nouvelle, elle est même ancienne. Les années 80 et 90 ont été des années de grande automatisation des outils de production, avec des jeux très importants sur la qualité des véhicules, car la robotisation a permis d'accroître très sensiblement la qualité de la production automobile. Et au fond, les postes de travail ne sont pas tous des postes de surveillance, ils résistent. Il y a toujours des postes de transfert, là où la machine ne peut pas, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons techniques, remplacer l'homme au travail.
on a eu des évolutions extrêmement importantes. Clairement, les effets en matière d'emploi ont été plus significatifs. Il a fallu gérer des sureffectifs très significatifs. Et au-delà des accompagnements pour les ouvriers que nous pouvions faire évoluer vers des tâches de conducteurs d'installation industrielle par opposition à des tâches d'opérateurs de production, il a fallu gérer dans les années 90 et 2000 des gestions de l'emploi et de décroissance des effectifs. Ceci dit, en matière de montée en compétences, pour le passage vers les postes de conducteurs d'installation, on a pu finalement arriver à trouver dans nos équipes les compétences nécessaires, au-delà effectivement des spécialistes de robotisation qu'il a fallu de toute façon trouver sur le marché. Alors, y a-t-il des spécificités françaises? Je voudrais bien distinguer la chimie et l'automobile, puisque ça faisait partie des questions. Au fond, l'industrie chimique, elle bouge assez peu. Une usine de chimie, elle est souvent ancienne. Les sols sont parfois anciens et parfois assez pollués. Donc, au fond, fermer une usine de chimie, c'est quand même un problème. On n'est jamais sûr de pouvoir la réinstaller dans un autre pays, dans un autre continent, car l'acceptabilité à l'installation d'usines de chimie est quand même limitée. Donc, au fond, l'emploi en chimie en France est assez stable, et y compris dans les perspectives métiers 2030, puisque nous ne prévoyons qu'une baisse de 2% de l'emploi dans la chimie à horizon de 10 ans, d'autant que la chimie est en même temps un secteur apporteur de solutions par rapport aux grands enjeux, notamment de transition écologique. En revanche, la spécificité française, je crois, en matière automobile, ça a été une très forte délocalisation de la production vers des pays où sont les consommateurs. Et là, l'industrie automobile française a été particulièrement active vers la délocalisation de la production, soit pour des raisons de coût, soit, mais c'est des raisons s'additionnent, soit pour des raisons de proximité client. Ça a eu un effet très important sur notre tissu fournisseur, puisque l'automobile a demandé aux fournisseurs, bien évidemment, d'accompagner ces mouvements et de construire des usines en périphérie des usines de montage et de production automobile dans les pays où les constructeurs français se sont installés. Et puis, au-delà même des fournisseurs, c'est les centres de recherche et de développement qui se sont installés dans les pays émergents. Et quel que soit le constructeur automobile dont on parle en France, c'est des mouvements importants. Alors, c'est vrai que du coup, l'emploi industriel automobile français a très significativement baissé au cours des 20 dernières années. Et ce n'est pas forcément vrai de tous les pays constructeurs automobiles. Par exemple, les Allemands ont moins délocalisé l'emploi, même dans l'interland des pays de l'Est, que ne l'ont fait en proportion les Français. Sans doute que l'automobile française étant liée à des gammes moyennes en termes de prix, nous sommes plus sensibles dans l'automobile française à des effets de coût, notamment de coût de la main-d'œuvre, ou des effets de coût de logistique, quand on est trop loin des marchés, par rapport à une gamme moyenne des constructeurs, par exemple allemands, qui est plus élevée. Bon, voilà les évolutions Merci. à la fois économiques, humaines et de production que nous avons dans ce secteur industriel que sont la chimie et l'automobile. Merci beaucoup. Alors, la vraie question pour l'industriel aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce que, en matière de transformation numérique, de robotisation, est-ce que je fais appel à des cabinets extérieurs? Est-ce que je fais appel à des spécialistes? Ou est-ce que j'internalise? Vous, Damien Marc, vous avez fait le choix d'internaliser les roboticiens et les informaticiens, de les former, ce qui est un choix coûteux et qui est risqué. Pourquoi vous avez fait ce choix? Nous, on a fait le choix d'internaliser beaucoup. Alors aujourd'hui, voilà, il y a la French Fab, il y a le coq bleu qu'on représente fièrement en France et qui commence à exister, la fierté de l'industrie française. Il y avait un peu avant ce coq bleu le coq rouge, la French Tech, des startups de la tech qui sont très très présentes en France et à Las Vegas quand on va à CES. L'enjeu des prochaines années, ça va être de lier les deux et de faire du tech in fab, donc d'injecter de la tech dans la fab. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on a fait très tôt. Alors, c'est en train de bouger et on le voit sur ce salon aujourd'hui. Il y a de nombreuses startups, vraiment des verticales comme ça qui commencent à pousser dans tout un tas de secteurs de l'activité. Nous, ces startups, quand on a commencé, elles n'existaient pas. Donc, on a été nous-mêmes un peu notre propre incubateur de notre propre startup. Et ça coûtait très cher de faire appel à des consultants extérieurs. Donc, très vite, j'ai compris qu'il fallait intégrer les savoir-faire pour les robots, pour l'automatisme et pour le software. Donc, très tôt, nous, on a rentré dans une boîte complètement industrielle des compétences software. 100% software pour nos propres besoins.
pour agréger les données de l'ERP, pour les rendre exploitables, pour les rendre jolies, pour habiller la mariée, des ERP qui sont souvent dans nos boîtes, des vieux outils un peu datés, un peu pourris et vraiment pas agréables à utiliser. Donc on a commencé comme ça, et puis avec la French Fab, on a eu des tas de visites d'industriels qui sont venus nous voir et qui ont tous rêvé aussi, eux, de pouvoir piloter leurs ateliers comme nous à distance sur nos smartphones, à tel point que moi, ça m'a fait un peu pivoter. Je me suis dit, tiens, allons offrir aux industriels aussi la capacité de connecter leurs usines. Sauf qu'aujourd'hui, connecter une usine, on va se retrouver avec des parcs machines très anciens, souvent, des machines qui ont 20 ans, qui ont 30 ans et qui ne sont pas forcément connectables. Et c'est donc assez compliqué. Il faut ouvrir les capots, regarder l'automate qu'il y a dessous, connecter des fils. Et voilà. Et donc, on a, dans tout ça, eu l'émergence d'une idée qui a créé aujourd'hui une start-up qui s'appelle Keyprod au sein de JPB. Et je rebondis sur ce que disait monsieur. J'ai observé que les opérateurs, pour vérifier si leur machine tournait bien, ils l'écoutaient, en fait. Ils ont une oreille très attentive. Est-ce que la machine fonctionne? Est-ce qu'elle fait le bruit normal? Est-ce que les outils travaillent? Et on a eu l'idée d'exploiter ce son, en fait, et cette vibration pour piloter le monitoring des machines. Et donc, Keyprod, c'est un objet connecté qui est gros comme un téléphone, voilà, qu'on vient aimanter sur les machines, qui écoute les vibrations et le son qu'elles génèrent, et qui, avec un protocole d'intelligence artificielle qui est encapsulé dedans, va vous dire en temps réel si votre machine fonctionne, si elle produit dans les temps, combien de pièces elle a fourni, et tout ça en remontée direct. Donc on commercialise aujourd'hui ça, donc ça nous a offert une diversification sectorielle. Et par exemple, pour vous donner un petit peu cette tendance, JPB investit aujourd'hui dans un nouveau bâtiment qui fait 17 millions d'euros, qui est en train de pousser actuellement, qui va être vraiment une usine du futur au sens propre comme figuré, parce que dans ce bâtiment, qui va être magnifique, qui sera livré l'année prochaine, on aura notre usine de production, notre start-up maison Keyprod qui sera au pied des machines, parce que c'est important que les gens de la tech ici codent au pied des machines de production pour comprendre les besoins des opérateurs. Ça sera un showroom formidable aussi pour montrer ce qu'on fait dans l'usine du futur. On va accueillir beaucoup d'étudiants, beaucoup de demandeurs d'emploi en reconversion. On va en faire un outil vraiment qui se visite. Et on va aussi accueillir des startups extérieures qui pourront utiliser notre usine comme un terrain de jeu pour développer des nouvelles fonctionnalités pour leurs propres besoins. Parce que je pense qu'on est plus efficace dans une usine que dans des bureaux à Paris, quand on fait de la tech industrielle. Donc voilà un peu la transformation que j'observe. Et donc l'usine du futur, demain, ça va être comme ça pour un chef d'entreprise, un choix de solutions hyper simples à intégrer, hyper rapides, des solutions de start-up qui s'implanteront en 24 heures, 48 heures, qui seront interopérables. Et on pourra, comme ça, connecter ses datas, remonter des datas de l'ERP, faire du planning intelligent, piloter ses machines où qu'on soit et gagner en performance. Donc ça va être des usines beaucoup plus centrées autour de la data. Effectivement, je pense que c'est la clé. J'ai l'impression qu'en France, il y a un petit paradoxe qui est, on a conscience que l'industrie, c'est une priorité, et en même temps, on met beaucoup d'argent dans l'investissement en capital risque dans le software, mais peu dans l'industrie ou peu dans le software industriel. Il y a beaucoup de startups d'ailleurs qui sont présentes ici au salon exposantes. Il y en a qui ont du mal à lever des fonds. Comment ça se fait? Comment on explique que finalement il y a peu d'attractivité de la part des investisseurs et que c'est souvent les corporates comme vous qui allaient mettre de l'argent en fait dans ces projets-là, voire les racheter? Je pense que j'ai pas tellement analysé ça. Je pense qu'on vit tous un peu en vase clos. Les usines, c'est fermé, c'est des domaines difficiles à pénétrer pour une start-up. Donc c'est souvent il y a de la résistance au changement. Hein. Ce qu'on voit aujourd'hui dans ce salon, les solutions proposées et ce qu'on voit en réalité dans les usines, il y a un gap énorme. Hein, ça veut dire qu'il y a un gros décalage entre ce que les industriels aujourd'hui mettent en place et ce qui est proposé aujourd'hui dans les allées. Le corollaire de ça, et la bonne nouvelle, c'est que pour tous les gens présents ici et pour la start-up que je dirige, Keyprod, il y a une autoroute incroyable de digitalisation des usines, de prêcher la bonne parole. Et je pense que les choses vont changer. Alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Nous, c'est vrai que du coup, on a la chance d'être nos propres investisseurs sur ce dossier. C'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui pour une start-up, surtout avec l'arrêt un peu de l'argent gratuit, de faire la course aux séries pour continuer de se financer. Mais je reprends, je crois, une stat que j'avais entendue d'un de mes confrères qui disait que voilà, l'industrie, c'est à peu près 25% du GDP mondial, hein, du PIB en France. Alors je ne sais pas si c'est 20-25 en France, mais au niveau mondial, c'est 25, et c'est seulement 0,7% des startups qui bossent pour l'industrie. Donc il y a un bel alignement, je pense, qu'il faut... Bon, ce qui est rassurant quand même en vous écoutant, c'est de savoir que finalement l'homme et la machine sont complémentaires et il n'y en a pas un qui va remplacer l'autre. Christine, vous avez du coup au CETIM des grands principes.
une analyse pointue du design du travail. Qu'est-ce que c'est que le design du travail dans l'industrie et quels sont les grands principes pour les petits industriels qu'il faut appliquer aujourd'hui pour pouvoir arriver à se moderniser rapidement? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Damien par rapport à l'écart entre ce qu'on voit ici comme solutions qui sont matures et ce qu'on voit réellement dans l'industrie. Et effectivement, l'âge moyen des parcs machines industriels français, c'est 17 ans. Donc on est loin d'avoir des parcs complètement connectés, interopérables, etc. Et les solutions comme celles qui sont proposées sont des solutions qui peuvent permettre de dire on ne va pas changer tout le parc machine, on va connecter le parc machine existant, le rendre peut-être plus productif et arriver à être compétitif avec les moyens qu'on a. Il y aura du renouvellement, c'est certain, mais pas que. Alors pour revenir sur la question effectivement des hommes et de la machine, effectivement toujours nous dans le scope de ce qu'on accompagne auprès des PME, on a développé une démarche qu'on a appelée le design du travail. Alors, on s'est appuyé, on a travaillé avec la chaire FIT2, une chaire qui est portée par les mines, avec Thierry Veil. Et dans cette chaire, il y a un groupe de travail autour du design du travail. De la même façon qu'on design les produits de consommation, où on part des usages et on part vraiment des préoccupations des utilisateurs, nous, on s'est dit, introduire des nouvelles briques techno dans les industries telles qu'on les a aujourd'hui en France, ça requiert un bouleversement. Et comme vous disiez, il va falloir quand même s'appuyer sur les hommes et garder les hommes. Donc on s'est dit, on va retourner la façon dont on travaille aujourd'hui, qui est plutôt, on a des gens au niveau du BE qui réfléchissent à des moyens et qui arrivent dans l'atelier en disant, voilà, c'est comme ça que vous allez travailler avec tel type d'équipement, tel type d'organisation. On s'est dit, on va appliquer la logique du design au travail et on va considérer que le premier client des nouveaux moyens industriels qu'on va apporter, c'est les utilisateurs, c'est-à-dire c'est les opérateurs, c'est les équipes opérationnelles, c'est les équipes qui sont en place. Et donc on va les associer très en amont sur la définition de ce que sera leur outil de travail avec l'introduction des techno 4.0. Donc ce travail qui a été porté par la chaire et que nous avons décliné sur une démarche très opérationnelle auprès des industries et des PME passe par alors nous on a traduit la notion de design du travail par tech care. Tech parce que forcément on introduit une nouvelle technologie. Et le care, le C de care, c'est la confiance. C'est-à-dire que c'est pour nous un socle nécessaire pour arriver à travailler dans cette logique. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle entre la direction, les opérationnels, la société. Le A et le R, c'est l'autonomie et la responsabilité. C'est ce qu'on cherche à développer au niveau des équipes. Et le E, c'est l'engagement, c'est vraiment la résultante qui est cherchée. Donc cette logique de travail que l'on met en place, s'appuie sur le fait d'impliquer de façon très amont les principaux utilisateurs des outils de production, donc que ce soit des opérateurs, des équipes maintenance, des équipes qualité, pour prendre en compte de façon très très opérationnelle la réalité du travail, pour travailler avec eux, pour réfléchir avec eux sur les solutions, sur les besoins fonctionnels qu'ils ont au niveau du poste, et pour même rédiger une partie du cahier des charges de solutions avec les équipes elles-mêmes, quitte à les faire aussi essayer au travers de POC certaines solutions, pour faciliter l'appropriation après lorsque on arrive avec la mise en œuvre. Alors ça peut être d'un robot, d'un MES, d'une solution de contrôle digital, ça peut être même sur de l'organisation du timing, de la rotation, le lien avec les équipes support, la maintenance notamment. Voilà ce qui. Est-ce que vous avez des exemples concrets que vous pouvez nous donner de sociétés que vous avez accompagnées, qui ont mis en pratique ces principes? Alors, on est en train de le déployer. On l'a déployé dans une entreprise de tôlerie où on a travaillé sur le poste de dégrappage qui vient à la suite de la découpe. Un poste qui est assez physique, très manuel et sur lequel on a créé un groupe et on a travaillé dans cette logique de design du travail pour définir la meilleure implantation, la meilleure organisation, les outils d'aide
Et puis aussi tout le schéma aussi d'information par rapport au planning, par rapport à l'enchaînement des pièces. Donc on a revu complètement avec les équipes opérationnelles la logique de ce poste-là et trouver des solutions à la fois d'aide. Alors il y a une partie ergonomie, mais il y a aussi une partie liée à l'implantation, au mode de fonctionnement aussi entre eux, entre les équipes amont et les équipes aval. Merci. Voilà, Damien, vous vouliez rebondir sur ces principes du design du travail. Je vous ai vu réagir. Sur le design, Du travail, oui. Non, oui, le design, je rebondis que c'est hyper important d'impliquer les opérateurs et les développeurs des solutions aussi, tous en même temps, très en amont. Nous, on n'a pas mis longtemps à comprendre que si on ne le faisait pas, ça ne marcherait pas, il n'y aurait pas d'adhésion, il n'y aurait pas d'utilisation, on serait complètement à côté de la plaque. Et c'est un peu ça la complexité pour une start-up aujourd'hui, de se rendre compte, si elle n'est pas dans les usines, des besoins qu'il y a vraiment. Et donc, la clé pour que tout ça se débloque, ça va être d'accueillir des startups dans des usines. C'est ce que nous, on va faire dans notre nouvelle usine. Et notamment, moi, je suis au pilotage de la nouvelle filière Solutions Industrie du Futur, qui a été lancée par le gouvernement Agnès Pannier-Runacher l'année dernière. Et on est en train de travailler sur des plans d'action qui vont viser à aider les startups à rentrer dans les usines. Donc, notamment un grand plan un grand appel à tous les industriels d'accueillir une start-up dans leurs usines pour qu'elle ait un terrain de jeu, cette start-up, et à la fois un showroom de développement et pouvoir faire du design thinking sur les postes auprès des opérateurs. Voilà. D'accord. Donc, pour rester dans les enjeux métiers, j'ai une question pour Jean-Christophe Skiberas, qui est en ligne avec nous. Est-ce que finalement l'évolution de ces métiers, c'est-à-dire le fait qu'ils soient de plus en plus tournés vers le numérique, vers la robotisation, ça va rendre finalement l'industrie plus attractive pour les plus jeunes et résoudre quelque part le problème de l'emploi dans ce secteur? Vous m'avez entendu, Jean-Christophe? Oui. Alors, la question, en fait, oui, je vous entends très bien. La vraie question que vous posez, c'est la question de l'attractivité de l'industrie et des métiers industriels. Alors, pour être assez cash et assez direct, enfin, c'est plutôt une tradition dans l'industrie, on ne se raconte pas d'histoire. On a de vrais problèmes d'attractivité qui sont liés à des images qui ne sont pas toujours positives. Au fond, l'usine, c'est pas par nature un lieu où des jeunes générations ont envie de se précipiter en masse. C'est particulièrement vrai, par exemple, dans l'industrie chimique. Ce qui est chimique, a priori, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas bon. Et du coup, on a de vrais sujets d'attractivité. On a aussi des sujets de conditions de travail. C'est vrai qu'on en a parlé là, dans la table ronde. C'est vrai que quand on doit essayer de faire travailler les usines à 100%, ça veut dire en termes d'organisation du travail, de répartition des heures de travail. On a du travail de nuit, on a du travail de week-end. Et là, on a, il est vrai, des handicaps à attirer. Et puis, il reste encore, surtout dans les générations de parents, des souvenirs de restructuration parfois douloureuses qui ont pu aussi ternir l'image de l'industrie. Alors, si on essaie de chercher quelles sont les solutions qu'on peut mettre à l'œuvre, et notamment, est-ce que la transformation des métiers fait partie des solutions? D'abord, peut-être qu'on pourrait dire, parce que, et le rappeler, c'est qu'en général, les emplois industriels en France, mais ce n'est pas vrai qu'en France, sont généralement mieux rémunérés que bien des emplois offerts par l'économie mondiale. Certes, pour une part, ces emplois sont mieux rémunérés parce qu'on est dans les secteurs qui ont des longues traditions industrielles, sociales, davantage sociaux. On a aussi la compensation de conditions de travail qui s'exerce à travers des modalités de compensation et de rémunération, ce qui fait qu'aujourd'hui, un ouvrier dans l'industrie en France, il n'est pas rare que le salaire moyen, alors ça a pu faire polémique récemment, mais c'est pourtant des réalités, s'oriente entre 40 et 50 000 euros par an en moyenne. Et donc, au fond, on a déjà des statuts sociaux qu'on devrait valoriser par rapport à l'attractivité. Mais tout ceci ne suffira pas par rapport aux questions d'image. Alors, quelles sont les solutions mises en œuvre? Je dirais qu'il y en a deux qui sont pratiquées, même si la seconde est plutôt en devenir. La première, ça a été le recours massif à l'apprentissage. C'est-à-dire, au fond,
En France, l'apprentissage depuis 4-5 ans a connu un doublement. On est passé grosso modo de 400 000 apprentis par an à 800 000 et l'industrie a joué le jeu de l'apprentissage, mais pour des raisons parfaitement, j'allais dire, honorablement égoïstes. C'est-à-dire que c'était aussi un moyen de faire rentrer, de faire venir les jeunes dans l'usine de manière certes temporaire, puisque l'apprentissage c'est non durable, mais au fond on s'est rendu compte que ce qui attire les jeunes dans le monde du travail, c'est aussi une ambiance, un relationnel qui souvent dans le monde industriel est plus chaud, plus chaleureux, plus attractif, j'allais dire plus sympathique. Et une fois la prévenance vis-à-vis de l'usine franchie, l'apprentissage, c'est le moyen de rentrer dans l'usine. Et on se rend compte qu'on a un taux de demande de recrutement direct après l'apprentissage qui est extrêmement élevé dans nos usines françaises. Donc l'apprentissage et son développement sont un excellent levier pour résoudre les difficultés d'attractivité vers l'industrie. La deuxième voie sur laquelle les entreprises travaillent, plus difficile, c'est la féminisation des emplois. C'est-à-dire que l'emploi industriel reste encore très largement masculin, tout particulièrement dans les équipes de production. Je vous donne l'exemple de la chimie parce que c'est assez net. 4% seulement des ouvriers sont des ouvrières. Et on se rend compte que face aux questions de pénurie de main-d'œuvre, il y a certainement dans notre capacité à attirer des jeunes filles et des jeunes femmes vers l'emploi industriel, il y a là des solutions à la fois aux difficultés de recrutement, mais également en termes de transformation de l'ambiance des équipes avec des équipes plus mixtes et plus diverses. Il y a certaines entreprises qui font de gros efforts là-dessus. Je pense à Scania, par exemple, à Angers, qui a un très gros programme avec des objectifs quantifiés de recrutement d'emplois féminins. Et là, on ne parle pas de cadres dirigeants, on parle vraiment des emplois de production. Et quand on s'en occupe sérieusement, ça donne des résultats. Sérieusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement se libérer les équipes masculines d'un certain nombre de prévention par rapport à l'emploi féminin, y compris les lieux de travail, les sanitaires, les douches. Enfin, il y a un petit peu d'investissement à assurer au milieu de tout ça. Mais il y a quand même des solutions qu'on peut développer. Donc, une très forte, l'apprentissage, il est en plein mouvement. Et la seconde, qui est peut-être pour demain, mais qui offre de grandes potentialités, qui est l'emploi féminin. Merci beaucoup. Du coup, Damien, dans votre usine, vous employez des femmes, j'imagine aussi. En quelle proportion? Et où est-ce que vous allez chercher vos nouvelles recrues? Et quel type de profil cherchez-vous aujourd'hui pour comprendre un peu les vrais besoins d'un industriel? Donc, nous, on a des femmes. Alors, on ne peut pas dire qu'on est à 50-50, je pense pas, mais on a une présence féminine qui est pas négligeable. On essaie de recruter de plus en plus de femmes. Bon, elles ne se présentent pas forcément naturellement dans les métiers les plus techniques, mais dans mon usine en Pologne, notamment, on a plusieurs femmes. Déjà, ma directrice est une femme, et puis on a des femmes au tournage, fraisage, ce qu'on va difficilement trouver en France. Alors par contre, en termes d'attractivité, moi je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Alors effectivement, il y a ces images, il y a Zola, on connaît, mais il y a aussi toutes ces usines nouvelles, j'en fais partie, il y en a d'autres, il faut en parler, il faut les montrer. Moi, mon usine, quand on la visite, souvent, je commence à être habitué, mais les gens, il y a un grand waouh, ils ont les yeux qui brillent, ils ont envie d'y rester, ils ont envie d'en savoir plus, ils ont envie de découvrir, ils ont envie de bosser pour nous. Et ça, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, industriel aussi, à mettre en place des outils de travail qui soient attractifs, des conditions de travail qui le soient. Mon atelier, il est climatisé. Les gens sont bien au boulot. Les jeunes, aujourd'hui, cherchent des métiers avec de l'impact et du sens. Je pense qu'il n'y a pas meilleure place qu'une usine pour avoir de l'impact dans ses décisions, dans ce qu'on peut faire et du sens. On a vu avec le Covid tous les soucis de supply chain, les soucis de souveraineté industrielle, etc. Je crois que réindustrialiser la France, même si aujourd'hui avec les soucis énergétiques qu'on a, ça va encore un petit peu complexifier la chose, ça reste un axe très fort qui reste dans l'air du temps. Et impact essence, c'est vraiment au rendez-vous. Et nous, on s'éclate. C'est plus juste effectivement des usines où on prend une barre du matériel, on le transforme. Il y a de l'innovation, il y a de la R&D. Dans une boîte comme la mienne, on va recruter des gens effectivement sans diplôme, issus de la reconversion, qui vont pouvoir démarrer sur des jobs simples d'assemblage et grandir ensuite au sein de la chaîne. J'ai mon directeur de la supply chain qui n'a pas le bac, par exemple, et qui aujourd'hui bosse à l'international. Il a fait tous les échelons chez moi, il est rentré à l'assemblage. Donc il y a des parcours fabuleux à faire dans l'industrie, notamment dans les PME, ETI.
parce qu'on ne va pas regarder les diplômes, on va juste regarder la motivation. Il y a des enjeux formidables sur la gestion de l'énergie. Nous, ce n'était même pas un poste qu'on regardait. Aujourd'hui, l'énergie, là, elle va faire x9, x10 chez nous, quasiment. On avait un très bon contrat. Ben, je peux vous dire qu'on regarde les choses de près et qu'en fait, il y a des tas d'actions qu'on peut mettre en place pour gagner 10-20%. Assez facilement, en fait. On ne s'était jamais posé la question de le faire. Donc voilà, il y a quelqu'un qui vient d'être nommé responsable de ce sujet, qui est en train de mener ces sujets. Bon, je pense qu'à la fin de l'année, quand il aura mené ses actions, il pourra quand même dire qu'il a eu de l'impact dans son métier. Et donc, on a beaucoup de jeunes comme ça qu'on voit arriver en apprentissage, en stage, et qui découvrent une passion pour l'industrie. Moi, ça fait 15 ans que j'évangélise un peu aussi voilà, mon petit monde industriel à ce qu'on peut faire. Et il n'est pas rare, alors j'en ai pas des tonnes, mais d'avoir un jeune sur LinkedIn qui m'écrit 5 ans après: je voulais vous remercier, je suis venu visiter votre usine il y a 5 ans et j'ai voulu en faire mon métier et aujourd'hui je bosse chez Michelin ou je bosse chez Dassault. Bon, bah, ça fait plaisir et je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer et donc ce type d'événements sont là pour ça. C'est vraiment l'innovation en fait qui les attire et qui leur donne envie de venir chez vous? Oui, tout. Je vous dis, on peut rentrer à l'assemblage chez moi, mais je recrute aussi des docteurs en intelligence artificielle, des ingénieurs en mécanique, en électronique, en automatisme, en robotisation, et on a tout à inventer parce que, comme on disait, s'il y a des robots dans l'industrie depuis des années, eh ben, il n'y en a pas tant des robots comme on fait aujourd'hui. Il y a une vraie mutation. Nous, aujourd'hui, nos robots, ils sont capables de changer de série 5 fois dans la journée. Donc oui, dans l'automobile, il y avait des robots qui faisaient 10 000 fois, 100 000 fois la même tâche. Ça existe depuis longtemps, mais des robots capables, équipés d'optiques, de changer de série 5 fois dans la journée avec beaucoup de flexibilité, ça c'est nouveau, et il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, à inventer, et ça c'est fabuleux. Et tous les mondes sont en pleine mutation, et je pense y compris l'automobile. Voilà. L'automobile, oui. Tous les systèmes de convoyeurs, avant, voilà, les roues sur un véhicule, c'est la dernière chose qu'on mettait en place. Peut-être que demain, les roues sur les véhicules électriques, c'est la première chose qu'on mettra en place sur un châssis. Et puis, c'est la voiture toute seule qui se déplacera de poste en poste en fonction des priorités, d'un planning intelligent, de l'occupation des différents postes pour aller se faire assembler dans l'ordre où elle le fera. Donc, même dans des métiers qu'on pensait établis, il va y avoir des tas de choses à inventer. Donc, je pense que c'est dans l'industrie qu'il y aura les plus belles carrières du monde. Oui, c'est vrai que pour faire évoluer l'inconscient collectif sur l'industrie, on a encore une image un peu vieille, hein, notamment aussi dans la région Grand Est, hein, du tissu industriel. Mais ce n'est pas la réalité. Merci d'avoir témoigné en tout cas. Christine, on va conclure avec vous. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une question d'évolution? D'ailleurs, on l'a vu hein, avec le pivot qu'a fait JPB System en rachetant une start-up en créant une start-up capable d'écouter les machines. Est-ce que finalement, il n'y a pas tout un enjeu de changement de modèle économique pour les industriels aujourd'hui et du coup de transformation de leur philosophie? C'est clair qu'au travers de ce qu'on a entendu, on voit bien que l'industrie, c'est plus l'industrie d'avant. On parle déjà d'industrie 5.0, alors c'est pas juste qu'on fait des surenchères, hein, mais 5.0, ça veut dire quoi? C'est une entreprise durable, une entreprise résiliente et une entreprise centrée sur l'homme. Et je crois que pour retrouver de l'attractivité dans l'industrie, c'est avant tout créer un collectif. Et on voit bien au travers de l'histoire qui a été racontée par Damien, ce qui fédère les équipes, ce qui donne l'attractivité, c'est surtout cette vision qu'il a, c'est cette vision qu'il partage, cette envie. C'est vrai que l'industrie de demain, ce sera surtout une industrie digitale. Ce sera plus du tout les mêmes métiers. On aura effectivement beaucoup de travail autour de tout ce qui est informatique, la donnée. Les métiers, on voit bien, on a vu au travers de cette conférence, les métiers ont évolué. Les métiers vont continuer à évoluer. Et effectivement, aujourd'hui, les dirigeants de PME notamment prennent en compte ces nouvelles données pour construire leur nouveau business model, prennent en compte les évolutions des attentes, ce qu'on appelle les mégatrends, donc les évolutions d'attentes sociétales, les évolutions liées au coût de l'énergie, à la raréfaction des matières. D'ailleurs, petite parenthèse au niveau des briques de transformation que j'ai mentionnées tout à l'heure, depuis 6 mois à peu près, 6-8 mois, une BT qu'on n'avait jamais quasiment traitée, c'était les problématiques énergétiques. Et là, c'est devenu quasiment la brique de transformation numéro 1, trouver des leviers de réduction de la facture énergétique. Oui, de décarbonation aussi. Oui.
Donc oui, le modèle industriel de demain, il est à inventer. Il va être basé autour de la donnée, de la digitalisation, mais surtout et avant tout autour de l'homme, je pense, et d'entrepreneurs comme Damien, qui ont une vision et qui ont envie de créer un collectif. Très bien. Bah, merci pour On a été très bon parce que le compte. on est pile poil, 0 sur le compte à rebours, donc on est Ouais. dans les temps parfaitement. J'ai bien fait mon métier. Merci à moi-même. Non, je rigole. Merci à vous, surtout Merci. d'avoir été présente et présent avec nous. Merci Jean-Christophe d'avoir quand même pu assister à cette plénière malgré le Covid. Soignez-vous bien. Et Damien Marc, merci. Christine Nora, merci beaucoup. Et voilà, c'est la dernière plénière de cette 6e édition du Salon BIC 4.0. On espère vous retrouver l'an prochain pour de nouvelles aventures. À bientôt.